Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit cours sur l'œil et les lentilles. Nous allons d'abord voir ce que c'est qu'une image. Alors on prend par exemple un appareil photo et devant cet appareil photo on place une figurine. Et bien la figurine sera pour l'appareil imageur qu'est l'appareil photo un objet. La lumière émise par cet objet en direction de l'appareil photo va permettre d'obtenir une image qui va être par son aspect très proche de l'objet, mais ici pas de la même taille et surtout pas au même endroit puisqu'elle va se former cette image sur le capteur de l'appareil photo. L'appareil photo n'est évidemment pas le seul à donner des images. Prenons par exemple le vidéoprojecteur d'une salle de cinéma. Eh bien, ce vidéoprojecteur va créer de l'objet numérique qu'il a généré une image sur l'écran et cet écran va permettre de visualiser cette image. Dans le cas présent, évidemment, une image beaucoup plus grande que l'objet qui est à l'intérieur de l'appareil. On a évidemment un autre exemple d'appareil imageur, l'œil. Alors beaucoup plus complexe que n'importe quel autre appareil imageur. L'œil est fait d'un certain nombre de constituants ayant chacun un rôle très précis, et évidemment chacun étant important, avec notamment le cristallin, la lentille, la pupille, qui est l'espace laissé ouvert à la lumière par l'iris qui peut s'agrandir ou se refermer. Et puis bien sûr dans le fond la rétine qui sera en quelque sorte l'écran sur lequel les images vont se former. Pour que l'œil donne une image, il faut évidemment un objet. Alors par exemple ce petit smiley que je vais mettre de profil émet de la lumière et cette lumière arrive en partie à l'œil. Et cet œil, par un système optique sophistiqué, va en donner une image donc sur la rétine. C'est ensuite cette image qui va être interprétée après transfert par le nerf optique jusqu'au cerveau, par justement le cerveau. Donc finalement ce que l'œil exploite, c'est plutôt l'image que l'objet. Bien évidemment, sans objet, il n'y aura pas d'image. La raison pour laquelle un objet donne une image, c'est que chaque point de l'objet, par exemple ici le point A, qu'on va qualifier de point objet, envoie de la lumière, alors soit de la lumière créée, soit de la lumière diffusée, peu importe. Ce point objet va l'envoyer dans toutes les directions, et en particulier, certains rayons vont aller en direction de l'œil. Alors celui-ci va être arrêté par l'iris, mais d'autres vont pouvoir traverser le cristallin et l'humeur vitrée pour aller converger sur la rétine et donner à leur intersection un point qu'on qualifiera de point image, ici A', alors qu'il en sera de même pour tous les autres points objets de l'objet, par exemple ici le point B, qui donnera un point image B', et si on fait ça pour tous les points objets, évidemment, on obtiendra un ensemble de points images qui forment l'image. Si on ne peut pas limiter le fonctionnement de l'œil simplement à son cristallin, force est de constater que c'est quand même une partie fondamentale de l'œil, puisque c'est elle essentiellement qui permet d'obtenir les images. Ce cristallin fonctionne comme une lentille convergente. Qu'est-ce qu'une lentille convergente? Eh bien, c'est un objet transparent, de forme régulière et symétrique, avec une épaisseur plus importante en son centre, qu'on appelle le centre optique. Attention de ne pas confondre une lentille convergente avec la lentille correctrice, lentille de vue, qui peut être une lentille convergente, et la notion de lentille dépasse largement les appareils correcteurs de la vue. Alors schématiquement, comment on obtient une lentille? On prend un matériau transparent que l'on découpe de manière régulière. Alors c'est pas forcément symétrique sous tous les angles, mais les lentilles qui vont nous intéresser sont celles qui ont un axe optique qui se comportera comme un axe de symétrie. Alors on reconnaît les lentilles convergentes par leur forme en les regardant de profil. Leur épaisseur au centre doit être plus importante, autrement dit les bords plus fins. Certaines sont plus épaisses que d'autres, certaines ont des formes incurvées. Ce qui compte et qui justifie leur appartenance à la famille des lentilles convergentes, c'est leurs bords plus fins. Alors il existe l'inverse, des lentilles avec un centre un petit peu plus fin que les extrémités, ce sont les lentilles divergentes. Alors on ne les étudiera pas cette année, sachez quand même qu'elles existent. Nous, on se contentera de regarder comment fonctionnent les lentilles convergentes. Alors pour donner des images de qualité exploitable et interprétable, il faut que l'épaisseur de la lentille ne soit pas trop importante. C'est pour ça qu'on se limitera aux lentilles dites minces. Voici un exemple.
une lentille mince convergente vue de profil avec son axe optique. Le point qui se trouve au centre de la lentille et traversé par l'axe optique s'appelle le centre optique. Et voici un rayon incident qui arrive sur la lentille. Comme vous l'avez vu en seconde, lorsque ce rayon lumineux va changer de milieu, passer par exemple de l'air au verre ou à la matière plastique de la lentille, eh bien sa direction va changer. Et une deuxième fois, quand il repasse dans l'air, entraînant donc la déviation du rayon lumineux. De la même façon pour d'autres rayons incidents, et on constate que si les rayons incidents sont parallèles à l'axe optique, eh bien ils convergent tous en un même point, d'où le nom de lentille convergente, et ce point de convergence, on l'appelle le foyer image, qu'on note souvent F'. Cette convergence est donc due à la réfraction de la lumière lorsqu'elle change de milieu, et évidemment associée à la forme particulière bombée de la lentille. La distance entre le centre optique et le foyer image est appelée distance focale et on la note petit f'. Attention à ce propos de ne pas confondre grand F' qui est un point et petit f' qui est une distance. Alors toutes les lentilles convergentes ne convergent pas, ne font pas converger les rayons de la même façon. Par exemple, si elle est un petit peu plus épaisse, eh bien en observant les rayons lumineux, on constate qu'ils convergent à une distance beaucoup plus petite de la lentille, c'est-à-dire que le foyer image est plus proche de la lentille. La capacité de la lentille à dévier les rayons dépend donc de la forme de celle-ci. On définit pour une lentille convergente une grandeur qu'on appelle la vergence, qu'on note C parce qu'initialement on l'appelait la convergence, et qui est tout simplement égale à l'inverse de la distance focale f' dont nous venons de parler. Alors si la distance focale f' est en mètres, eh bien la vergence s'exprime en dioptrie avec comme symbole le petit delta grec. Et sachez que dans le cas des lentilles convergentes, la vergence est toujours positive. Elle serait négative pour une lentille divergente. Il est à noter aussi que si la vergence de la lentille est l'inverse de la distance focale, eh bien la distance focale est l'inverse de la vergence. Alors un petit exemple de calcul, si la vergence de la lentille vaut 5 dioptries, alors sa distance focale f' vaudra 1 sur 5, c'est-à-dire 0,2 mètres, soit 20 cm. Attention donc aux unités. On définit aussi parfaitement symétrique au foyer image f', le foyer objet qu'on note f. Vous verrez tout à l'heure qu'il va nous intéresser pour prévoir les tracés lumineux et l'emplacement des images formées par une lentille. Alors, pourquoi un objet permet-il d'obtenir une image à travers une lentille? C'est le même principe que pour l'œil tout à l'heure. On retrouve bien sûr l'axe optique, le centre optique, le foyer f' avec son symétrique f de l'autre côté. Je ne l'indique pas parce qu'ici il ne va pas m'être utile. Et je rappelle que la position du foyer est donnée par la vergence de la lentille, c'est-à-dire par sa forme. Alors commercialement, sur une lentille ou avec une lentille, il y a une documentation avec la valeur en dioptrie de la vergence de la dite lentille. Alors l'objet est un ensemble de points objets. J'en prends par exemple un au sommet de l'entrée de la mine. Cet objet diffuse tout ou partie de la lumière qu'il reçoit, et en particulier certains rayons arrivent jusqu'à la lentille, donc à notre appareil imageur. Il est bien évident que la lentille permettra de donner une image que si des rayons issus de l'objet arrivent sur cette lentille. Elle joue son rôle pour dévier la lumière, et là où les rayons issus d'un même point objet convergent, on obtient le point image que je note ici à prime. On fait ensuite la même chose en étudiant la lumière émise d'un point B de l'objet, point différent du point A. Eh bien on obtient un point B' qui se trouve être le point de convergence de tous les rayons issus de B et qui passent par la lentille. Et si on refait la même chose pour tous les points objets, on obtient donc une image. Alors, il est à noter, vous le verrez expérimentalement, que souvent dans cette configuration-là, les images sont renversées par rapport à l'objet. Le haut est en bas et la droite est à gauche. Alors si on veut visualiser cette image, on peut par exemple mettre un écran à cet endroit-là
écran qui permettra donc d'obtenir l'image visible. On verra juste après que ce n'est pas absolument nécessaire, qu'il n'est pas absolument nécessaire de mettre un écran, mais ça simplifie le travail et surtout ça permet de localiser assez facilement la position de l'image. Ce principe étant vu, nous allons voir maintenant, grâce à la modélisation de la lentille mince convergente, que nous pouvons prévoir, en fonction de la position de l'objet par rapport à la lentille, où se trouve l'image. Ce qui aura des applications évidemment considérables. Par exemple, pour l'appareil photo, on veut que l'image se forme sur le capteur, évidemment, et pas n'importe où. Alors cette modélisation est basée sur la modélisation aussi des rayons lumineux issus de l'objet. Et la représentation la plus simple, c'est une représentation de profil. Alors on représente horizontalement l'axe optique de la lentille, avec la lentille et ses points caractéristiques, O le centre optique, F et F' les deux foyers symétriques. Et par souci de simplification, pour la lentille mince, on préfère utiliser comme schéma la double flèche, qui veut dire donc simplement que la lentille utilisée est convergente. Je vais appeler AB l'objet dont je veux obtenir l'image, qui se trouve ici à une certaine distance de la lentille, peu importe laquelle. Objet que je représente vertical, parce que pour trouver la position de l'image, la modélisation que je vais utiliser oblige à ne travailler que, en étant de profil comme ceci, sur des objets posés verticalement. Alors pour trouver la position de l'image dans cette configuration-là, j'ai la possibilité de tracer 3 rayons caractéristiques. En réalité, 2 sont nécessaires, mais je vais vous montrer les 3 par souci de précision et pour être complet. Alors le premier, c'est le rayon issu par exemple du point objet B qui arrive parallèlement à l'axe optique sur la lentille. Eh bien, les propriétés géométriques de la lentille font que ce rayon, après réfraction, va passer par le foyer image F'. Le deuxième rayon, c'est celui qui passe par le centre optique. Alors lui, il est très particulier puisqu'il n'est pas dévié. Alors vous avez compris que ces 2 rayons suffisent, puisque le point image B' issu de B sera donc à l'intersection de ces 2 rayons. Je trace quand même le troisième, c'est celui qui est issu de B et qui passe par le foyer objet. Alors celui-ci, il ressort de la lentille parallèle à l'axe optique. C'est un petit peu l'effet symétrique du premier rayon. Donc ces 3 rayons doivent converger au même endroit. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que la lentille a des défauts, ce qui peut d'ailleurs arriver dans la réalité, bien sûr. Mais sinon, le point de concours de ces rayons est le point image B' du point objet B. Alors si on refait la même chose avec le point A, on obtiendrait le point A' image de A à la verticale de B'. Alors évidemment, pour des raisons de construction, c'est impossible de faire ces 3 rayons confondus, ce qui serait confondu avec l'axe optique. Mais vous verrez que expérimentalement, on arrive à ces résultats. L'image A'B' est alors localisée à l'endroit où on a A' et B' bien sûr. On voit que dans ce cas-là, l'image est retournée et en plus, elle a une taille un petit peu plus petite que l'objet. Ce qui n'a rien de surprenant si on prend l'exemple toujours de l'appareil photo. Si on prend une montagne en photo, l'image de cette montagne est toute petite puisqu'elle tient sur le capteur de l'appareil photo. Alors est-ce qu'on voit cette image? Ben oui, il y a un moyen, c'est de placer son œil par exemple ici. Pourquoi? Eh bien parce que le point B' finalement se comporte, puisque c'est un point image, comme un point qui émet des rayons, et ces rayons, ce sont ceux qui arrivent dans l'œil. Alors si on se place de l'autre côté, ici par exemple, là par contre on ne verra pas d'image. Pourquoi? Parce que les rayons là qu'on pourrait compléter, issus de B qui passent par B', ne reviennent pas à l'œil. Or la condition de visibilité d'un objet ou d'une image, c'est que la lumière issue de cet objet ou cette image arrive dans l'œil. Là vous voyez bien qu'ils continuent sur la droite et qu'à aucun moment ils ne rentreront dans l'œil. Alors il est quand même possible de visualiser cette image, comme on l'a vu tout à l'heure, en mettant un écran. Dans ce cas-là, la lumière qui arrive en B', qui converge en B', va être renvoyée dans toutes les directions si l'écran diffuse, et en particulier en direction de notre œil. Encore quelque chose que vous pourrez constater expérimentalement. Alors pour conclure là-dessus, vous voyez que le tracé de 2 de ces 3 rayons caractéristiques permet de trouver la position d'une image connaissant la position d'un objet et permet aussi de déduire si cette image va être renversée, retournée,
et si elle va être de taille inférieure, voire des fois supérieure à la taille de l'objet. Alors, je terminerai en vous parlant de la détermination de la distance focale d'une lentille. Si par exemple vous trouvez une lentille et qu'il n'y a pas d'indication dessus, comment connaître sa distance focale ou sa vergence, puisque l'une et l'autre sont liées par la formule que nous avons vue tout à l'heure. Alors pour ça, il y a un moyen très simple, c'est de choisir un objet qui est très éloigné de la lentille, qui sera donc considéré à l'infini. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une distance qui est très grande par rapport à la distance focale de la lentille. Bien sûr, on ne connaît pas celle-ci, mais enfin si la lentille est bombée, sa distance focale va être de quelques centimètres, voire de quelques dizaines de centimètres. Donc on prend un objet à l'infini, par exemple le panorama qui se trouve en face, ce qui fait que les rayons issus de cet objet très très éloigné arrivent sur la lentille en étant quasiment parallèles. Or il se trouve que ces rayons quasiment parallèles convergent non pas en f', mais sur ce qu'on appelle le plan focal image, c'est-à-dire un plan qui est parallèle à la lentille et qui passe par f'. Vous voyez ici un point qui est légèrement au-dessous de f'. Tout à l'heure, les tracés que j'avais représentés voyaient tous les rayons lumineux converger en f'. C'était parce qu'en plus d'être parallèles entre eux, les rayons étaient parallèles à l'axe optique. Bon, ici peu importe, l'objet très très éloigné, le point objet très très éloigné que j'appelle B par exemple, va donner un point B', donc on obtient une image toute petite. Eh bien, si ces rayons étaient bien parallèles, c'est-à-dire si l'objet était bien à l'infini par rapport à la lentille, la distance entre la lentille, plus précisément son centre, et l'endroit où se forme l'image, c'est précisément la distance focale. J'ajoute que pour déterminer précisément la position de cette image, ici, on est quand même obligé d'utiliser un écran, sinon il est très difficile de savoir où elle se forme. J'en ai ainsi terminé avec cette présentation des lentilles convergentes et de leur modélisation. J'en profite pour remercier très chaleureusement Charlène Lescanf pour m'avoir autorisé à réutiliser l'une de ses fantastiques illustrations. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la qualité de son travail sur son blog, bien entendu entre deux travaux sur des vidéos de physique-chimie. Cela va sans dire. Je vous remercie et à bientôt.